et il nous avait montré, il avait un petit bout de pouce chiqué, un petit bout de parce pouce qu'il en avait moins. mis dans la... Parce que lui, on lui avait appris oui, à faire. eh Il oui. avait essayé d'ouvrir la mâchoire, il s'était fait chiquer un bout de doigt. Dès que je fais une vidéo où j'explique qu'il faut pas lever les jambes pour les secouristes professionnels ou grand public et qu'il faut faire les contre-mesures physiques, les gens ont beaucoup de mal à l'admettre. Il faut bien comprendre que si notre cerveau, c'est le panneau électrique, les nerfs, c'est le câble électrique, et les muscles, c'est tes lumières. D'accord. On est avec Louis, connu sur les réseaux sur Un homme en blanc, infirmier, passionné d'anat physio. On peut te présenter comme ça. Toi, ce qui t'a rendu particulièrement connu, en fait, c'est que tu faisais des vidéos sur YouTube pour aider donc des confrères ou des personnes en formation. Tu faisais des vidéos d'anat physio et ça a commencé à bien prendre. Et après, t'as continué, t'as prolongé le concept sur les autres réseaux. Mais là, professionnellement, c'est quoi un peu ce que tu fais en ce moment? Alors, professionnellement, je travaille chez un infirmier en réanimation, salle de réveil et déchocage. Mon travail, c'est vraiment ça, d'accompagner les personnes quand on les reçoit en intra-hospitalier. Donc moi, je travaille plus maintenant en pré-hospitalier. Et au-delà de ça, à côté de ça, je suis formateur en santé, formateur en gestes et soins d'urgence. Pareil, comme tu disais, pour mes collègues, principalement paramédicaux et médicaux. D'accord. Voilà, en plus de la chaîne. Et comme ça, tu vas vraiment toute la chaîne des sourds, quoi. Enfin, t'auras vu toute la chaîne des sourds, quoi. Ouais. Et ben tout de suite, les malaises. Allez, c'est parti. Bon, souvent quand on est secouriste, on intervient sur des malaises, des atteintes médicales graves ou bénignes. Et en formation, on nous explique pas assez qu'est-ce qui se cache derrière sur le plan physiologique. Du coup, l'idée de cette vidéo, c'est aussi que tu nous expliques des malaises les plus courants qu'on voit chez les pompiers, par exemple. Qu'est-ce qui se cache derrière, donc en commençant par la crise convulsive. Alors, la crise convulsive. Donc, plusieurs choses. Souvent, on a tendance à mélanger un peu crise convulsive et crise d'épilepsie. L'épilepsie, c'est une pathologie à part entière. La crise convulsive, c'est vraiment la crise tonico-clonique. C'est vraiment la crise où on va avoir la représentation qu'on a des mouvements qui sont incontrôlés, incontrôlables par la personne, mais aussi par l'entourage. Alors que dans la crise d'épilepsie, on va tout de suite l'écarter. Il y a des crises d'épilepsie qu'on appelle silencieuses. Et la personne va criser, mais elle va être complètement aphasique, complètement immobile. D'accord. Et en plus, un diagnostic médical, on n'est pas supposé le faire. D'accord. Donc la crise convulsive, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir plein de causes à la crise convulsive. Et c'est bien là le problème. Globalement, dans le chapitre des malaises, pourquoi c'est difficile? C'est parce qu'il y a plein de causes possibles. Généralement, ce qu'on va retrouver chez les tout petits, ça va être l'hyperthermie. C'est vraiment la première des causes. Et la consommation de toxiques. Le gamin qui va boire un produit ménager, prendre des médicaments, des choses comme ça. Chez l'adulte aussi, prise de drogue récréative ou parfois certains traitements trop pris qui vont créer justement une surcharge au niveau du système nerveux central, c'est-à-dire principalement du cerveau et de la moelle épinière. Ça crée une surcharge de connexion que le cerveau ne peut plus gérer. Et à partir du moment où il peut plus gérer, il envoie des ordres, il reçoit des ordres, et dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on a justement ces mouvements complètement dissociés. Le trauma crânien qui est hyper important, l'AVC, donc les accidents vasculaires cérébrales, on en reparlera une autre fois. L'hypoglycémie. L'hypoglycémie, on faut jamais l'oublier, celle-là, on en reparlera aussi une autre fois, mais moi j'avais un RA qui avait l'habitude de me dire un trouble neurologique hors trauma, c'est une hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire. Ok, ouais, je comprends, d'accord. À tel point c'est important, et pourtant la prise de glycémie, on a quand même tendance à l'oublier. Bien sûr, mais c'est vrai que dans les recos PSE, pour aller dans ton sens, ils disent que dans les 6 cas où on doit prendre la glycémie, où on est autorisé à le faire en tant que secouriste, il y a la crise convulsive qui est inclus dedans. Bien sûr, et deux choses, l'hypoglycémie peut entraîner une crise convulsive, et la crise convulsive, comme c'est une hyperactivité du cerveau, consomme énormément de sucre, et du coup tu peux te retrouver potentiellement en hypoglycémie après. Parce que concrètement, en fait, quand on convulse, c'est nos muscles qui se contractent beaucoup plus fort que d'habitude, et donc c'est ça qui brûle des calories, en gros. C'est ça, donc il y a deux choses. L'hyperactivité cérébrale, il faut comprendre que les neurones, ce sont des cellules, on peut dire un peu abusivement, qui fonctionnent plus vite que les autres cellules, qui consomment beaucoup plus vite de sucre et d'oxygène. D'accord. Donc à partir du moment où tu vas enlever du sucre ou de l'oxygène, le cerveau va dépérir beaucoup plus vite. D'accord. Va partir en live beaucoup plus vite. Associé, comme tu dis, à l'activité musculaire intense, très rapide, très intense et généralisée, c'est comme si tu faisais du crossfit en 2 minutes. Tu pars en hypo. Ok, d'accord, ça marche, je comprends. Et du coup, ils le définissent très simplement comme juste une perturbation de l'activité cérébrale dans nos recommandations. Perturbation de l'activité électrique. Le côté électrique, en fait, comment on l'explique? Je comprends pas bien ce mot. Dans le cerveau, il faut comprendre qu'il y a 2 grands systèmes de fonctionnement au global, hors cognition, hors tout ça. Il y a le système qui va être excitateur, qui va stimuler, et le système qui va être régulateur. Il n'est pas vraiment inhibiteur, attention, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va envoyer des consignes pour
stimuler ton organisme. D'accord, Typiquement, pour le grand classique qu'on dit, c'est l'homme des cavernes qui se retrouve face à un ours. Même s'il en a jamais vu, ouais. Voilà, son objectif, c'est de se barrer très très vite. Donc il a besoin d'avoir du sang très vite. Donc il va monter sa tension, il va monter sa fréquence cardiaque. Il a besoin d'avoir des muscles efficaces pour se barrer. Donc il va avoir beaucoup de sucre dans le sang pour justement les muscles, comme tu dis tout à l'heure. Il va y avoir tout le système sympathique qui va se mettre en place. Et à côté de ça, tu as le système qui va réguler, qui nous permet par exemple de ne pas mourir étouffé ou de ne pas avoir le cœur qui s'arrête quand on dort, qui lui est toujours là. Sauf que cette balance est complètement déréglée. D'accord. On va avoir des impulsions, on va avoir des orages électriques, on appelle ça. Alors, soit dans certaines parties précises, soit de manière généralisée dans le cerveau. Et en fait, c'est comme si toi, tu t'amuses à allumer et éteindre anarchiquement tous les interrupteurs de ton tableau électrique à la maison. À un moment, tu sais plus ce que tu allumes, tu sais plus ce que tu éteins, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ça, c'est l'orage. Et en fait, tout ça, c'est les commandes. Et comment c'est transmis aux muscles, pourquoi est-ce qu'on en vient à convulser? Il faut bien comprendre que si notre cerveau, c'est le panneau électrique, les nerfs, c'est le câble électrique, et les muscles, c'est tes lumières. D'accord, Et tu peux définir sympathique, parasympathique Alors, c'est le système sympathique, donc le système nerveux. Ce que je te disais, il a un système nerveux végétatif qui nous permet de vivre et de s'adapter à notre vie au quotidien sans qu'on y réfléchisse. Il y a le système excitateur, le système sympathique, on appelle des fois orthosympathique, c'est la même chose, et le système parasympathique, qui lui est le régulateur, qui permet de respirer un minimum, qui permet d'avoir une activité cardiaque, c'est un peu spécifique, mais qui permet d'avoir une activité cardiaque régulée, qui permet de digérer sans que tu aies besoin d'y penser. Bien sûr. Alors que ton système sympathique, c'est celui qui va s'activer. Quand tu montes un escalier, par exemple, tu ne penses pas à augmenter ta vitesse de battement cardiaque, à augmenter ta vitesse de respiration. Ça, c'est le système sympathique qui fait. Et quand tu n'as plus besoin d'avoir plus d'oxygène parce que tu as arrêté ton effort, le système sympathique s'arrête et le parasympathique revient en mode chill. Ok, je comprends. T'es tranquille. Et ça, c'est le mode normal. Et quand c'est pas normal, quand tu as tout qui s'active en même temps, il n'y a plus cette régulation. Et ok, je comprends. Et pour revenir sur juste de la conduite à tenir, les gens ont une fausse bonne idée, c'est de mettre la cuillère dans la bouche et c'est d'empêcher la victime de criser. Pourquoi est-ce que ces deux trucs-là, il faut surtout pas le faire? Empêcher la personne de criser, ça sert à rien. Ça sert à rien de se battre contre quelqu'un qui va être très fort, beaucoup plus fort. Même des personnes de petit gabarit vont être extrêmement fortes. La seule chose qu'on peut essayer de retenir un petit peu, ça va être la tête, parce que la tête qui bascule en arrière, on va avoir des gros traumatismes d'occiput, donc de l'arrière du crâne. En mettant un coussin, un vêtement, un coussin, n'importe quoi. On maintient pas la tête sur les côtés, juste on protège la tête, on dégage le reste. Deuxième chose, le coup de la cuillère dans la bouche, la langue, parce qu'on va avaler sa langue, je sais pas. Alors bonne nouvelle, la langue elle est très bien accrochée, on va pas l'avaler, ça c'est plutôt pas mal. À chaque fois, oui mais c'est pas vraiment avalé, en fait elle bascule dans le fond de la gorge. Quand on est en crise, tous les muscles sont tétanisés, très contractés. Et oui, dont les muscles de la langue qui vont effectivement permettre qu'elle ne bascule pas en arrière. On me dit aussi, oui mais c'est pour empêcher que la personne se morde la langue. T'inquiète pas. Si elle doit se mordre la langue, cuillère ou pas, elle va la mordre. Bien sûr. Potentiellement c'est même déjà fait. Et je vais te raconter un truc, moi quand j'étais chez les pompiers, j'avais un formateur, je me souviens un adjudant qui était très très bien, mais qui était formé à l'ancienne, c'était un vieux de la vieille, et qui nous avait expliqué justement pourquoi on le fait plus, et il nous avait montré, il avait un petit bout de pouce chiqué, un petit bout de parce pouce qu'il en avait moins. mis dans la... Parce que lui, on lui avait appris à faire. Il avait essayé d'ouvrir la mâchoire, il s'était fait chiquer un bout de doigt, un bout de doigt qui repousse pas. Bien sûr. Et je peux te dire que ça marque. Le deuxième thème, la syncope, le malaise vagal. Dès que je fais une vidéo où j'explique qu'il faut pas lever les jambes pour les secouristes professionnels ou grand public et qu'il faut faire les contre-mesures physiques, les gens ont beaucoup de mal à l'admettre. Ils nous expliquent que eux, ils ont toujours compris qu'il fallait lever les jambes, mais ils sont des fois même insultants. Il y a des sujets comme ça où les jambes, vraiment, c'est source d'insultes, comme le retrait du casque ou quoi. Est-ce qu'on peut leur expliquer les dangers de lever les jambes sur un malaise vagal? Alors, moi, le dernier papier que j'ai vu, il est de 2020, quelque chose comme ça, donc c'est pas d'hier. Reco PSE, c'est sorti des campagnes de vaccination de Covid 2022. Trop de malaises vagaux, donc ils nous ont mis ça envers 2022 dans nos recos. Donc les trois manœuvres, croiser les jambes, le crochetage et la tétanie des bras, voilà, ça marche, ça fonctionne très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient tout simplement créer une stimulation sympathique. Donc la stimulation sympathique, on en parlait, c'est quelque chose qui vient stimuler ton organisme et qui vient donc faire monter ta tension. Or, qu'est-ce que le malaise vagal? C'est une chute brutale de la tension. Et en fait, globalement, puisque tu n'as pas assez de tension artérielle, le sang n'arrive pas efficacement au cerveau. Pas d'oxygène, donc pas de sang, pas d'oxygène, pas d'oxygène, pas de cerveau. Exactement. Ensuite, le problème de monter les jambes, est-ce que ça marche? Oui. On va pas se mentir, on va pas non plus dire n'importe quoi. Globalement, la plupart du temps, ça fonctionne. Mais ça va poser deux problèmes. Quand tu fais un malaise vagal, le vrai malaise vagal, le pire étant le malaise vagal quand tu es debout pendant longtemps, tu sais, on les voit sur les vidéos. Les gardes Exactement. en Grande-Bretagne. Qui s'éclatent. Et quand ils s'éclatent, la tronche, il s'éclate
vraiment fort. Bah, Gros trauma D'ailleurs, crânien. tu sais que 30% des personnes qui se présentent à l'hôpital à la suite d'un malaise vagal ont un traumatisme associé. Ça me choque pas. Franchement, je trouve ça même Peu. quand tu les vois vraiment s'éclater, et pour en avoir fait aussi, quand tu tombes, il n'y a rien qui te retient, quoi. Bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer si tu saignes du cerveau et qu'on te fait un afflux massif? Eh Parce oui, qu'en bien fait, sûr. l'objectif, quand on monte les jambes, c'est de faire venir le sang qui est dans les jambes, un grand volume, vers les organes nobles, on dit, Ouais. et notamment vers le cerveau, donc monter la pression dans le Ouais. cerveau, et donc reconnecter. Ouais. Très bien. Si tu saignes, Et oui, bien sûr. Mais même si un citoyen ou un pompier passe à côté d'un AVC, il voit pas les signes d'AVC, il pense que c'est juste un petit malaise, un malaise vagal, etc. Bien sûr. Et on le voit dans le métro, des gens qui hop, ils lèvent tout de suite les jambes sans faire un premier bilan. Mais en fait, si ça saigne dans le cerveau parce que c'est un AVC ou même un caillot, tu me le disais, dans les deux cas, en fait, tu vas aggraver l'AVC. c'est ça, et surtout, et après, tu as le deuxième problème, c'est l'effet on-off. C'est-à-dire qu'une fois que tu as les jambes en l'air, ah, il va mieux, et les gens rebaissent d'un coup. Ouais, exactement. Et on repart en vagal si c'est pas réglé. Le malaise vagal, c'est le seul malaise pas grave, entre guillemets, s'il respecte certains critères, c'est-à-dire s'il est pas long, si la personne se réveille en moins de 2 minutes, si c'est quelqu'un qui se connaît, qui en fait régulièrement, Ouais. si on n'a pas d'hypoglycémie, si on n'a pas de troubles cardiaques, voilà. Si tout comprends. ça c'est exclu, parce que le malaise vagal n'a pas besoin d'examen autre que le CG. C'est-à-dire le CG pour être certain, donc l'électrocardiogramme pour savoir si ton activité cardiaque est conforme. Le reste, si tu es en bonne santé, il n'y a pas de raison d'en faire. Parce que tu vois, les recommandations de la Croix-Rouge, elles expliquent que dans les syncopes, tu as le malaise vagal, le malaise orthostatique, le malaise cardiaque. Ouais. Justement, ça va ensemble, c'est-à-dire que tu peux avoir un trouble du rythme cardiaque qui ressemble à un malaise vagal ou... Ces trois malaises sont Ouais. associés globalement à un nerf, qu'on appelle le nerf 10, le nerf vague, le nerf pneumogastrique. C'est le même, D'accord. tout ça c'est le même. Mais bon, le nerf vague, on le retient, c'est le malaise vagal, Ouais. qui va agir sur plusieurs pôles. Et parmi ces pôles, il y a effectivement donc, le cœur, qui va créer une bradycardie d'un coup. Alors Ok. le nerf vague, son job, c'est de calmer. Ça Ouais. veut dire que c'est de ralentir un grand coup. Ok, donc tension époux. Principalement. Ouais. Principalement, ça va être ça. Donc en fait, quand on a une surstimulation du nerf vague, pour plein de raisons différentes, on va avoir une grosse bradycardie, donc une grosse baisse de la fréquence cardiaque. Bah, du coup, le sang a du mal à arriver au cerveau. Bien On en sûr. revient toujours au même problème. Tu vas avoir aussi une vasodilatation, donc tes vaisseaux sanguins vont se relâcher. Du coup, pour un même volume, si tu as un plus grand contenant, la pression est moins importante. La pression artérielle, puisque c'est des artères qu'on parle, Bien sûr. est moins importante. Moins de pression artérielle, moins de sang au cerveau, malaise. On en revient toujours... Et en plus, il me semble qu'il y a une formule entre la fréquence cardiaque, la pression artérielle et le débit, non, c'est pas... Le débit cardiaque, c'est combien de sang à la minute ou à la seconde, ça dépend comment tu calcules, envoie ton cœur. Et donc il est dépendant de quoi? De la vitesse, de la fréquence, et du volume d'éjection systolique, c'est la quantité de sang qui est éjectée par le cœur à chaque contraction. D'accord. La question c'est de savoir, est-ce que ton cœur, il envoie un petit verre d'eau, ou Ouais. est-ce qu'il envoie un grand seau? C'est ça le volume je d'éjection. Et c'est pour ça que, par exemple, quand tu as une grosse hémorragie, ton cœur a tendance naturellement à monter sa fréquence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compenser. beaucoup de sang à envoyer, donc il envoie plein de fois plein de petits verres d'eau. Ah oui, comme pour éteindre un feu. Ok, c'est très clair. Donc ça, c'était la syncope, ce dont on parlait. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on voit très souvent aux pompiers, c'est la douleur taux. Donc toi, le terme, c'est syndrome coronarien aigu. Ouais. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Parfois, c'est même des douleurs abdominales, mais on suspecte quand même au cas où un infarctus ou d'autres choses. Déjà, qu'est-ce qui peut se cacher derrière cette douleur taux à la poitrine? Très important, et là je m'adresse surtout aux soignants, attention, les pompiers aussi, et je pense que c'est pareil pour tes équipiers. On suspecte, on n'a pas le droit de faire de diagnostic. Bien sûr, ça bien c'est sûr. très important à Ouais, dire. bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, pourquoi syndrome coronarien aigu? Syndrome parce qu'il y a un ensemble de symptômes. Le grand classique qu'on connaît, douleur oppressante à la poitrine, pouvant irradier dans le bras gauche, éventuellement dans la mâchoire, et survenant généralement après un effort ou une forte émotion. Ok, très bien. Ça, c'est la description des années 80 pour les hommes. D'accord. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas que des hommes dans la vie. On s'est rendu compte que par exemple les femmes Ça peut n'ont pas migrer si plus très- bas. Et Ouais. Douleur épigastrique, donc à peu près cette zone-là, type d'aigreur qui dure, qui ne passe pas, éventuellement qui peut irradier au milieu du dos, derrière, qu'on ne retrouvera pas forcément chez les hommes, et qui sont des signes plus sourds, et Ok. plus sournois du coup, qu'on va Ouais. retrouver principalement chez les femmes. Ça effectivement c'est un risque. Voilà, quand tu commences à avoir ça, ce serait pas mal d'aller consulter aux urgences, comprends. d'aller faire un petit OCG. Je comprends. Syndrome coronarien aigu, pourquoi? Coronarien, les coronaires, ce sont les artères qui servent à nourrir le cœur. D'accord. Généralement, c'est qu'il y a un problème au niveau de ces coronaires. Est-ce qu'elles sont bouchées? Est-ce qu'elles sont spasmées? C'est-à-dire, elles sont resserrées Ok. sur elles-mêmes. Est-ce qu'elles peuvent être fendues, c'est ça ou... Elles peuvent être fendues aussi, alors quand ça commence à disséquer, là, C'est le plus grave, ouais. c'est pas bon du tout, là. Le plus classique, c'est celle qui se bouche, soit parce qu'il y a un petit caillot, si D'accord. tu as des problèmes veineux, par exemple, aux jambes, si tu as mangé trop riche, tabac, alcool et graisse, tu as tes artères qui ont tendance à se boucher, à se fermer. Les artères amènent moins de sang et donc moins d'oxygène au cœur. Le cœur, c'est un muscle, hein. Pas d'oxygène, pas de
cœur. Et donc, pour résumer, donc, derrière ta douleur ton syndrome coronarien aigu, qu'est-ce qui peut se cacher? Donc un infarctus, mais il y a d'autres choses qui peuvent se cacher derrière. Oui, tu peux avoir plein de choses, le problème de la douleur thoracique, et généralement on vient parler de l'embolie pulmonaire aussi, qui est pareil, un petit caillot qui vient se caler au niveau des artères, qui viennent chercher l'oxygène au niveau des poumons. Dissection aortique. La dissection aortique qui est très spécifique, qui est extrêmement douloureuse, qu'on va retrouver vraiment un coup de poignard à l'intérieur de la poitrine, beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, et sans forcément faire d'efforts associés. C'est quoi déjà une embolie pulmonaire? Une embolie pulmonaire, c'est donc pour que l'oxygène rentre dans ton organisme, l'oxygène rentre dans les poumons. Il est mis en bas des poumons, tu as des petites alvéoles, des petits sacs, et en face, tu viens mettre les artères. Ça permet quoi? Ça permet l'oxygène rentre dans le sang, et le gaz carbonique sort du sang pour aller dans les poumons, et tu l'expires, tu le dégages. Très bien. Sauf que ces petites artères pulmonaires, à un moment, pour une raison ou pour une autre, si tu as un caillot qui vient boucher ces artères, et bien en fait, tout simplement, l'échange gazeux, on appelle ça l'hématose, ne peut plus se faire. Et ça, c'est au niveau microscopique, ça? Ou c'est un caillot qui peut vraiment se voir Ça dépend de la taille du caillot. Alors, c'est en général des très petits caillots. Le problème, c'est que ce sont des artères qui sont très très petites à cet endroit-là. D'accord. Et alors, un caillot de quelques millimètres, qui peut nous paraître petit, peut boucher un secteur important du poumon. Et la dissection aortique, qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre que donc on a une très très grosse artère qui sort du cœur. La plus grosse artère de l'organisme, c'est l'aorte, qui sort du cœur, qui remonte et qui vient distribuer le sang à l'organisme. Une artère, c'est fait de plusieurs couches, un peu comme un oignon. Et ce qui se passe, c'est que normalement, le sang ne sort pas, ne se diffuse pas entre les couches. Et il y a un moment, pour une raison ou pour une autre, fragilité, rigidité, c'est différent les varices. C'est plutôt veineux les varices. Et la dissection, c'est quand ton sang vient commencer à se glisser entre les feuilles, entre les couches de l'oignon. Ça peut créer un anévrisme, comme ça peut provoquer un gros problème. Le sang qui est dans les couches ne va pas dans tes organes. Et en fait, il vient gonfler et peut venir boucher ton aorte. D'accord, ok, je comprends. Donc en gros, on a plusieurs choses qui peuvent se cacher derrière la douleur taux, et il y a aussi, il me semble, l'œsophage, c'est juste une irritation de l'œsophage ou... Alors, moins grave, ça par contre ou... L'œsophage, tu peux avoir plein de douleurs, mais qui seront, à une exception près à ma connaissance, qui seront moins importantes. L'œsophage, donc c'est le tuyau qui nous permet de faire passer les aliments de la bouche vers l'estomac. Et effectivement, en cas d'œsophagite, d'inflammation de l'œsophage, on peut avoir des douleurs. Si la personne ne tousse pas, ne vomit pas, et notamment ne vomit pas du sang, c'est important, tu vas voir ton médecin généraliste et tu en parles avec lui, tu vois ce que c'est. Est-ce que c'est des régurgitations, est-ce que c'est de l'acidité, est-ce que c'est ulcère, tu vas voir avec lui. Le vrai problème, c'est quand tu as une douleur très brusque, avec vomissement sanguin, où là, potentiellement, et on va retrouver ça chez les personnes qui ont des pathologies du foie, plus ou moins liées à l'alcool. Là, on a une rupture de varices œsophagiennes. Donc c'est des vaisseaux sanguins qui sont autour du sang, de l'œsophage, qui sont mis en pression parce que le foie a du mal à travailler, qui sont mis en pression, et à un moment, pour plein de raisons différentes, ça va lâcher. Et là, on a une hémorragie très importante. Et c'est pas bon pronostic. Je comprends. Et peut-être sur un sujet un peu plus léger, il y a des personnes qui ont mal à la poitrine parce qu'elles sont très stressées, mais c'est pas un infarctus ou quoi, c'est comment on explique que quand on est stressé avant un examen ou quoi, on a aussi une douleur comme ça thoracique Alors là, on se rapproche plus du point de côté. En fait, c'est quand tu es stressé, et alors attention, on exclut toutes les causes cardiaques. Chez une personne sans pathologie, chez une personne saine, on a tendance, quand on est stressé, à mal ventiler. On va parler de polypnée, c'est-à-dire que c'est une respiration qui est rapide mais qui est assez superficielle. Qui est peut-être irrégulière ou... Alors normalement non. Quand elle va passer irrégulière, on va partir sur de la pathologie. Là on va vraiment, il y a autre chose. Mais le fait de mal ventiler, ça veut dire qu'en fait on distribue mal les volumes d'air dans les poumons et on va avoir, si tu veux, des choses qui vont se stocker en base pulmonaire, c'est-à-dire en bas. Les échanges gazeux ne se font pas, donc on va avoir une accumulation, entre autres, de gaz carbonique et de facteurs inflammatoires qui vont créer de la douleur, qui vont créer un message d'alerte, qui n'est pas dangereux, mais que l'organisme capte comme étant dangereux. Pourquoi je ne reçois pas d'air à cet endroit-là? Regarde, là j'ai une accumulation de CO2. Ça veut dire que je respire pas assez. Bah si, je suis vivant, je respire. Mais ton organisme, il fait pas la différence. Qu'est-ce qui marche très très bien justement chez ces personnes qui ont ces douleurs-là? Se calmer. Se poser, et on va travailler sur la respiration. Et 3 minutes après, ils n'ont plus mal. Je comprends. Et c'est quoi la différence juste entre la polypnée et la tachypnée? Parce que dans les deux cas, c'est rapide du coup. La tachypnée, si tu fais un 100 mètres, là tu prends 2 packs d'eau, tu fais un 100 mètres, tu vas être tachypnéique. Tu vas respirer très vite. Pourquoi? Parce que tu as une dette d'oxygène. Ton organisme a besoin de beaucoup d'oxygène. Quand tu es polypnéique, c'est un peu la même chose. Tu vas respirer vite, mais superficiellement. Tu vas faire le petit chien.
D'accord. Et tu vois, tu C'est pas respires. efficace. Chaque mouvement est pas efficace. Ouais, tu respires qu'avec, on dit une respiration claviculaire, et tu respires que là. Et donc en fait la tachypnée en soi c'est normal. Quand c'est un sportif, c'est pas une détresse respi le fait d'être en tachypnée. Non, le fait d'être en tachypnée n'est pas une détresse respi. Attention, on met ça face à la clinique. Si j'ai quelqu'un qui a perdu 2 litres de sang, il va être tachypnéique, D'accord, mais... ok, je comprends. Non, il n'y a pas de raison. Par contre, quelqu'un qui est polypnéique, par exemple un BPCO ou un diabétique, ou certains qui vont devenir polypnéiques, c'est insidieux en plus, ces gens-là, parce que oui, il a toujours mal respiré. Ça fait 3 jours, 4 jours, une semaine qu'il respire mal. Ouais. Et en fait, il y a quelque chose qui est en train de s'installer derrière, qui est en train de s'aggraver. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est chouette. Et cet avantage aussi, le fait de faire plusieurs services, si tu veux. Par exemple, quand toi, tu prends un patient en préhospitalier que tu l'envoies et passe pas aux urgences parce qu'il est trop grave, on vient de prendre directement en déchocage. On va essayer de le stabiliser avant qu'il parte le plus rapidement. On a 20 minutes en gros pour le mettre carré pour qu'il parte au bloc. Et quand il revient du bloc, il vient en salle de réveil, salle de soins post-interventionnelle, de surveillance pardon, post-interventionnelle, voire en réanimation. Donc, en fait, on a l'avantage de pouvoir suivre le patient quand il arrive chez nous. Ça, c'est hyper intéressant. Et c'est quoi le parcours de formation pour devenir infirmier en réa Alors aujourd'hui en France, la réanimation c'est pas une spécialité, même si la question a déjà été soulevée. Donc c'est des infirmiers de soins généraux, 3 ans d'études, voilà. Et après tu viens te spécialiser en fait en fonction de la réanimation dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu es dans une réanimation plutôt médicale, plutôt chirurgicale, des fois il y a des réanimations qui font un petit peu les deux. Et aussi, moi je travaille en Ile-de-France, en fonction de l'hôpital dans lequel tu te trouves. Moi j'ai beaucoup travaillé dans un hôpital qui était donc l'hôpital Pompidou, qui est un centre notamment SOS aorte. Donc vraiment cardio. Et sur ton pan d'activité de formateur, même formateur de formateur, qu'est-ce que tu fais? Quel volume? Du coup, tu travailles pour des organismes de formation ou directement dans les hôpitaux ou, J'ai une grosse moitié d'activité clinique, c'est-à-dire en tant qu'infirmier de soins, et le reste, ça va être de l'activité de formation. Effectivement, moi, je travaille à mon compte en tant que formateur, et je suis employé par des organismes de formation ou par des hôpitaux. L'un n'empêche pas l'autre, en fonction des besoins qu'ils ont et de moi, de ce que je suis capable de faire, parce que bien évidemment, c'est pas parce que le cliché des infirmiers qui bossent en réanimation qui sont capables de tout faire, c'est absolument faux. Ne serait-ce que dans ma spécialité, je suis pas suffisamment compétent pour pouvoir parler de tout. Moi, on va plutôt me chercher si tu viens sur de la circulation, de la ventilation. Par contre, si tu viens me chercher sur de la dialyse, un petit peu moins, sur de la neurologie. Donc tu fais vraiment de l'AFGSU et du coup de différents niveaux, donc plutôt accès grand public mais quand même dans un hôpital, et ensuite soignant... Alors la FGSU, il y a deux types de formations. La FGSU, l'attestation de formation pour les gestes et soins d'urgence, c'est le diplôme c'est l'attestation, c'est la formation qui est obligatoire pour toutes les personnes qui bossent en milieu de soins. Le premier niveau pour tous les personnels qui va être non soignants, les administratifs, les cuisiniers, les techniciens, etc. Et le deuxième niveau pour tous les soignants. À partir du moment où tu es susceptible de mettre une blouse, tu auras une formation du niveau 2. Et à côté de ça, il y a toute la formation en gestes qui sauvent, mais là c'est plus pour du grand public, c'est moins quelque chose que je fais, je suis vraiment plus pour travailler auprès de mes collègues. Bien sûr, ok, je comprends. Là, dans cette vidéo, quels sont les sujets qu'on va aborder vraiment très succinctement? Alors aujourd'hui, on a de quoi faire au niveau au menu. On a le chapitre que je trouve le plus difficile pour la FGSU, les malaises. L'objectif, on va pas être là pour faire du diagnostic ou des choses comme ça, mais en tout cas, on va essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne un asthme aigu grave, une crise convulsive ou des choses comme ça, un syndrome coronarien aigu. On va parler de traumatologie, notamment de trauma du rachis, de trauma crânien. Trauma du bassin, on va parler de l'hypothermie, et aussi un point important peut-être à expliquer, c'est que moi du coup je suis formateur PSE, et en fait l'idée c'est que je viens de lui poser des questions sur des sujets qui sont pas très détaillés dans les recommandations pour comprendre un peu mieux la natte physio qui se cache derrière un signe, un symptôme, une conduite à tenir. Et tu peux pas le transmettre quand t'es Tu formateur. peux pas le transmettre. Et par contre, le fait de devenir formateur, ça t'apprend encore plus finalement, tu deviens encore plus calé sur les choses. Je trouve que c'est fondamental de faire ça, et ta démarche justement d'aller chercher le pourquoi, c'est fondamental parce que c'est facile de faire une simulation sur un mannequin au calme, machin, tout ça. Sauf que dans un cas particulier, ça marche pas. Et en fait, c'est que les cas particuliers. Bien sûr. Toutes les situations sont des cas particuliers, et il faudra que tu trouves une solution. Sauf que pour trouver la solution adéquate, il faut que tu comprennes quel est ton objectif. Et si tu comprends ton objectif, tu trouveras la solution. Exactement, je comprends. Des chocs anaphylactiques, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment dans les grandes villes où il y a de la pollution, et c'est quelque chose qui est assez surprenant parce que des fois on ne sait pas qu'on est allergique à quelque chose et d'un coup on peut faire une très grave réaction allergique. Et est-ce que tu peux juste peut-être expliquer comment l'allergène y vient, donc c'est par absorption, avec un produit qui est injecté? Quand on est en contact, Ouais. tout simplement. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un choc anaphylactique? Le choc anaphylactique, c'est l'aboutissement de la réaction la plus grave d'une allergie. Parce que tu peux être
allergique à quelque chose sans forcément partir en choc anaphylactique. Bien Qu'est-ce qui se passe en fait dans ton organisme? On va prendre un exemple simple, tu te piques avec quelque chose, tu te coupes en faisant la cuisine. Ton organisme détecte une brèche de la barrière cutanée et va organiser ses défenses. D'accord. Il va créer une inflammation pour pouvoir justement protéger contre les agents pathogènes qui vont rentrer dans ton organisme. Donc tu as plusieurs façons de se protéger. Tu as la façon locale. Ton organisme a déjà quelques cellules qui permettent de se protéger en local. Ces cellules qui vont créer des petits éléments qui vont aller appeler le système immunitaire, qui vont aller chercher les gros globules blancs. Les globules blancs arrivent, sauf que le problème des globules blancs, ils viennent par le sang. Et les globules blancs, c'est des grosses cellules. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Pour pouvoir passer du sang vers le site contaminé, ton vaisseau sanguin, c'est plein de petites cellules qui font la paroi. Elles vont s'écarter comme ça pour pouvoir laisser passer les grosses cellules. Je comprends. Okay. Sauf que quand tu laisses passer ça, tu laisses passer plein d'autres choses. Du sang, par exemple, de l'eau. Et c'est pour ça que sur le site, c'est quelque chose qui va gonfler souvent. D'accord. Les signes de l'inflammation, douleur, rougeur, chaleur. Gonflement visible du coup. Œdème. Donc c'est pour ça que c'est rouge, que c'est chaud, que ça fait mal, etc. Du coup, en gros, là tu me parlais de la petite coupure, tu me parlais de la réaction allergique localisée. C'est réaction inflammatoire localisée. D'accord. Et l'allergie, qu'est-ce qui se passe? C'est quand l'organisme surréagit. C'est-à-dire que cette petite réaction qui est localisée, machin, va devenir beaucoup plus importante. Alors ce qu'on peut retrouver, typiquement, on voit quelqu'un qui est allergique, par exemple, aux crevettes, aux cacahuètes, on va gonfler au niveau de la sphère ORL, quelque chose qui est très spectaculaire, très dangereux. Et en fait, c'est ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est mis en contact, l'organisme repère ça, la cacahuète comme étant un danger, mais que tu lui dises que c'est la cacahuète de la tuberculose ou du Covid, pour lui c'est pareil. Donc il envoie la sauce. Parce que pour lui, l'organisme, il envoie tous les messages, il faut se développer, il faut se protéger. Mais il n'y a pas cette cassure de « ok, on a assez ». Tu vois le truc? Donc ça va être localisé vraiment au niveau de la sphère ORL. Alors le problème étant que ça vient boucher les voies respiratoires. Et quand ça se généralise, c'est-à-dire quand les messagers chimiques se généralisent complètement à l'organisme, c'est là qu'on va avoir un patient qui va gonfler potentiellement de partout, qui va avoir des grosses plaques, qui va avoir une chute de tension très importante liée à la vasodilatation, à l'écartement des vaisseaux. Et là, le gros problème, c'est que si on n'arrête pas cette cascade, si on ne fait rien pour l'arrêter, à un moment, ton organisme il va décrocher. Ton cœur, ton cerveau vont décrocher. Donc là, on a vu qu'il y a une réaction allergique grave qui est en train de s'instaurer. Et du coup, pour ça, d'abord, généralement, la victime, elle va devoir prendre un petit antihistaminique peut-être en l'avalant. Et si ça suffit pas, elle va peut-être recevoir une dose d'épinéphrine. Du coup, comment ça marche l'adrénaline? Pourquoi ça contraint, ça fait l'inverse de cette réaction? Épinéphrine, adrénaline, t'as dit, c'est la même chose. Pourquoi ça va marcher? Parce que ça vient casser la cascade histaminique. Et l'histamine, c'est une des molécules dont je t'ai dit tout à l'heure, qui sert de messager pour dire il faut développer, il faut réagir là, il faut se protéger d'un agent pathogène, il faut surdévelopper l'inflammation. Et donc l'adrénaline sert à stopper ce mécanisme. Et donc l'organisme arrête de créer de l'inflammation. Et donc on a un outil qui est un peu impressionnant, du coup l'Anapen. Et donc en fait là l'idée c'est de se l'envoyer dans la cuisse sur la partie latérale et de masser une dizaine de secondes. Oui, alors on n'est même pas obligé de masser parce que, heureusement j'ai envie de te dire, parce que l'objectif de ce dispositif c'est de pouvoir l'administrer soi-même. Qu'est-ce que c'est? C'est une dose d'adrénaline adulte. Pour les petits, il y a des doses spécifiques. On va chercher le FICI, pourquoi? Parce que c'est charnu, parce qu'il y a pas mal de vaisseaux qui partent, donc ça va permettre de diffuser rapidement. Et que éventuellement ça fait moins mal aussi, parce que quand on voit la taille de l'aiguille, si tu le fais chez une personne qui est un peu mince, si tu viens le faire ici, t'as vite fait de taper dans le fémur. Je comprends. Dans les recommandations PSE, ils disent que quand tu as une réaction allergique grave, en fait ça peut aller dans deux directions, soit plutôt la détresse respi avec l'œdème de Coinck, soit plutôt la détresse circuit avec une chute de la tension. Pourquoi on a justement cette chute de la tension quand on fait une réaction allergique? Alors, la tension artérielle, c'est la pression qui garantit que que l'oxygène qui est dans le sang passe du sang vers tes organes. C'est-à-dire qu'il sort de la tuyauterie pour aller vers tes organes. Le problème, quand tu n'as pas assez de tension, c'est que tu peux mettre tout l'oxygène que tu veux dans le sang, ça n'ira pas dans tes organes. Qu'est-ce qui se passe en cas de réaction inflammatoire généralisée? Ce que je te disais tout à l'heure, pour laisser passer les globules blancs, les vaisseaux sanguins vont s'ouvrir. Et qu'est-ce qui se passe quand ça s'ouvre? Tu as, pour un même volume, moins de pression. Je t'explique, je vais te donner un exemple. Imagine, tu es au McDo. Je sais pas si tu as connu les pailles en papier, mais en gros, quand tu viens souffler dans ta paille McDo, tu dois souffler fort pour envoyer ton air. Tu as une résistance, tu as une certaine pression. C'est comme la pression artérielle. Maintenant, tu vas faire la même chose, mais tu vas souffler à travers un gros cannelloni. Facile. T'as pas de pression. T'as pas de pression artérielle. Je comprends. Donc en fait, quand ils sont vasodilatés. Qui dit inflammation dit vasodilatation, ouverture des artères. Qui dit vasodilatation trop importante et trop longtemps dit chute de pression artérielle. Et qui dit chute de pression dit l'oxygène ne passe pas du sang vers les organes. Et un organe qui nous intéresse particulièrement, le cerveau, s'il n'a pas d'oxygène, il fait un chaos. Donc on comprend encore mieux l'interconnexion entre les trois détresses vitales, avec la détresse circuit qui vient faire notre détresse respi, et on comprend mieux pourquoi on met sous O2 quand on a une détresse circuit, même si on n'a pas encore de détresse respi. C'est ça,
vois, si tu te souviens un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, quand le cœur, par exemple, n'a plus assez de sang, il envoie beaucoup plus vite. Ben, cette petite quantité de sang qu'il envoie, par exemple, sur une grosse hémorragie, la petite quantité, pourquoi on met aussi beaucoup d'oxygène sur une grosse hémorragie? Le qui passe soit bien chargé en oxygène. Ouais. Exactement. Ouais, je comprends. On passe à l'hypoglycémie, l'hyperglycémie. Peut-être insister sur le fait de ne pas faire un effet tunnel, qu'il n'y a pas que les diabétiques qui peuvent faire des malaises dysglycémiques. Et en gros, pourquoi le sucre c'est tellement important, si on parle d'abord de l'hypo, pourquoi c'est tellement important pour le cerveau, pour son bon fonctionnement? Ben, ce que je disais tout à l'heure, le cerveau, les neurones, il faut considérer que ce sont des cellules qui fonctionnent à peu près 6 fois plus vite. C'est un très gros raccourci, mais c'est des cellules qui consomment leurs ressources beaucoup plus vite que n'importe quelle autre cellule dans l'organisme et qui ont pratiquement pas de stock. D'accord ? C'est-à-dire que pour refaire du stock, il faut d'abord qu'on ait du sang oxygéné et sucré qui viennent à proximité des méninges, qui est une enveloppe autour des neurones, que tout ça parte dans le liquide dans lequel baignent les neurones, et qu'une fois que c'est dans le liquide, ça parte vers les neurones. Donc tu vois, c'est compliqué de recharger les neurones en oxygène et en sucre. Okay. C'est pour ça que dès qu'on va en manquer, très rapidement, les cellules vont arrêter de fonctionner dans un premier temps, se nécroser, c'est-à-dire mourir, dans un second temps. Et ce second temps, il peut arriver en quelques heures, c'est assez rapide. L'oxygène et le sucre, c'est le carburant de tes cellules. Okay. Tu mets un peu de sucre, tu mets un peu d'oxygène dans n'importe quelle cellule de l'organisme, et ça fabrique de l'énergie. Si tu enlèves l'oxygène, tu peux fonctionner un petit peu en mode survie pendant un petit temps, mais pas très longtemps. Si tu enlèves le sucre, il n'y a rien. Et du coup, qu'est-ce qui peut déclencher des hypoglycémies? Donc un excès de traitement? Excès de traitement, excès d'activité physique, pas forcément sportive, mais d'activité physique, irrégularité dans les repas, des repas qui sont mal équilibrés. Par exemple, je vais avoir très sucré le matin, très sucré le midi, rien le soir, et puis après pendant toute la nuit, c'est une longue période de jeûne en fait, la nuit, donc il y avait pas mal d'hypoglycémie le matin. C'est pour ça qu'il y a toute une éducation d'hygiène diététique à faire. D'une part, parce que si ça peut ralentir le diabète, éviter d'avoir à se piquer à l'insuline ou à prendre des médicaments toute ta vie, c'est pas plus mal. Et, ouais, bien sûr. Et si ça peut éviter de faire un yo-yo avec ta glycémie. Il y a quelque chose qu'on voit beaucoup sur les postes de secours, c'est les personnes qui vont boire, de faire des mélanges en fait avec des boissons très sucrées et de l'alcool, et en fait et en plus une activité physique, et vers en fait 2h, 3h du matin, en fait on a au poste de secours des personnes qui peuvent être en hypoglycémie, mais on pourrait croire qu'elles sont bourrées, ou alors les deux. Et ça c'est un problème. Pourquoi en fait quand tu prends trop de sucre d'un coup, ça fait l'effet inverse et ça peut faire chuter ta glycémie après en fait? Alors ça dépend, parce que là, ce que tu me décris, c'est des sucres rapides. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est typiquement là, le 31 décembre. C'est la fête, donc tu danses, tu fais la fête, tu fais un peu les foufous, pas de soucis. Donc tu consommes, tu dépenses beaucoup d'énergie. Tu vas consommer vodka Red Bull, très bien. Tu vas avoir un gros pic de sucre très rapide qui va être consommé très rapidement par l'organisme. Et puis à un moment, ton organisme il va un peu saturer, pour peu que tu sois un peu léger au niveau de ton foie, il va vite saturer, et là tout d'un coup, il n'a plus rien à manger. Fin des sucres rapides, tout est consommé, plus la fatigue accumulée, plus le fait que tu aies sauté le repas de midi pour préparer justement ta soirée ou quoi, plus de réserve. Alors, chez une personne qui va pas trop mal, normalement il n'y a pas de souci, c'est quelqu'un qu'on va mettre au repos, qu'on peut resucrer rapidement et qui va récupérer. Mais ça peut aller jusqu'à la perte de co et... Ouais, ça peut arriver. Effectivement, la question après, est-ce que c'est l'alcool, est-ce que c'est l'hypoglycémie, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Ça peut être les deux. Et pourquoi l'AVC en fait on peut le confondre avec une hypoglycémie, avec une personne alcoolisée? Dans les 3 cas, tu vas avoir une atteinte neurologique en fait. Alors il y a plusieurs critères, mais l'atteinte du discours et du comportement. Quand tu as une personne qui va être en AVC, qui est en train de constituer son AVC, qui va avoir une dysarthrie, donc des troubles du langage, avec des aphasies, donc c'est aussi une autre forme de trouble du langage. Pour peu que tu sois en train de faire la fête avec lui, ou tu n'es pas complètement lucide non plus. L'hypoglycémie, où tu vas avoir des personnes qui peuvent être confuses, encore une fois, pourquoi ? Parce que si tu n'as pas assez de carburant pour ton cerveau ne marche pas en fait. Bien sûr, Et du coup, c'est là que tu es très ralenti, que tu peux être confus, que tu peux être avec des humeurs un peu changeantes, et comme certaines personnes sous alcool. Donc en fait, sur le coup, tu peux pas savoir. La seule chose qui te permet de savoir hypoglycémie, c'est la glycémie. C'est la seule chose qui peut te savoir. L'AVC, c'est plus compliqué, parce que pour l'AVC, il va te falloir de l'imagerie. Tu peux orienter beaucoup de faisceaux vers, mais à un moment, il faudra passer par l'imagerie de toute façon. Tu peux faire un test FAST qui te donne beaucoup de billes, mais il faut confirmer ça par IRM, c'est ça ? IRM, dans l'idéal, c'est pas possible partout. D'accord, ok. Donc ça, c'était l'hypoglycémie. L'hyperglycémie, c'est pas bon non plus. Nous, en secourisme, l'hyperglycémie, on fait rien. Il n'y a pas grand-chose à faire. La différence entre l'hypo et l'hyperglycémie, c'est que l'hypoglycémie va te tuer en quelques dizaines de minutes, quelques heures. L'hyperglycémie peut te tuer en quelques jours. D'accord, je comprends. Tu vois, donc à moins que tu sois déjà en hyper depuis très longtemps et que ceci, cela,
mais a priori, c'est pas quelqu'un que vous allez retrouver sur vos postes. Le problème de l'hyperglycémie, du malaise lié à l'hyperglycémie, des comas hyperglycémiques, c'est vraiment très spécifique. Tu les mets au repos, il n'y a pas grand-chose à faire. Souvent, c'est des personnes qui ont très très soif, mais qui n'ont pas de troubles de déglutition. Donc, tant qu'ils sont à peu près lucides, il n'y a pas de contre-indication. Attention, tu valides avec ton médecin pour qu'ils boivent de l'eau. Pourquoi ils ont soif? Parce que l'organisme utilise, normalement, le glucose, il n'est pas éliminé comme ça, mais là, il va utiliser ses reins pour pisser. Donc, il a très très soif pour uriner beaucoup. D'ailleurs, c'est des urines qui sentent le sucre et qui apparemment goûtent le sucre. C'est comme ça qu'en Antiquité, on savait qu'un gars était diabétique. Ses urines étaient sucrées. Heureusement qu'on a arrêté. Et voilà, c'est le repos et direction ton médecin généraliste, voire les urgences si vraiment il est en off, en coma. Mais... D'accord, je comprends. Et tu peux être en coma parce que tu as trop de sucre. Tout à fait, oui. D'accord. Et c'est une urgence, ça reste une urgence, mais c'est par rapport à l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, il faut bien comprendre qu'à chaque fois on dit la mort. Oui, mais tu peux perdre aussi une cellule nerveuse qui n'a pas de sucre, elle va rapidement régresser, ou voire même se nécroser, et tu peux avoir des séquelles. Et du coup, là, dernier sujet dont on voulait parler, c'est la crise d'asthme. Tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passe quand on a la crise d'asthme, l'asthme aigu grave, on l'appelle maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est en fait on va avoir une obstruction des voies aériennes liée à une inflammation, et notamment majoritairement une inflammation, ce qu'on va retrouver ici au niveau de la trachée, on peut retrouver au niveau des poumons. Donc il faut bien comprendre que là sur le schéma, donc on voit la bouche, les fosses nasales, la trachée, donc qui est le tuyau qui nous permet de descendre vers les poumons, et on va retrouver après ici les différentes bronches qui vont descendre de plus en plus bas. Voilà. Ce que je vais vous représenter là, ça va se reproduire aussi au niveau des bronches. Ça, quand tu respires, ton flux d'air, il passe ici, il vient ici, pas de souci, et il vient se répartir dans chaque poumon. Donc ça c'est l'aller, et bien sûr tu as le retour dans l'autre sens. Ce qui se passe, tu mets une personne qui va faire une crise d'asthme, c'est qu'on va avoir ce phénomène-là, les muqueuses vont venir se gonfler et vont venir se resserrer, d'accord? On va avoir tout ça, tout ce qui est en vert là, qui va se boucher en fait. Donc on vient réduire le passage de l'air. C'est d'ailleurs pour ça qu'on entend les personnes souvent asthmatiques qui ont un bruit. Ouais. Et donc c'est ça en fait, le gros problème il est là. On va avoir une grosse inflammation des muqueuses, trachéales, bronchiques, surtout bronchiques à vrai dire, pour l'asthme aigu grave. Et donc on voit le problème. Et c'est pour ça qu'il faut très rapidement leur donner différents médicaments en fonction de ce qu'ils vont avoir. Ça peut être des corticoïdes, qui sont une famille d'anti-inflammatoires, donc empêcher l'inflammation, et donc empêcher ce mécanisme qui vient faire gonfler ta muqueuse. Donc ça peut être ça, mais ça peut être des facteurs déclenchants comme la pollution, des choses comme ça. L'allergie reprend un petit peu ce mécanisme-là où tout va gonfler par l'inflammation, d'accord? Que la crise d'asthme est vraiment par... Ça ressemble énormément, mais c'est pas tout à fait le même mécanisme. D'accord? Si chez une personne allergique, tu utilises les médicaments d'un asthme aigu grave, ça va un peu fonctionner, mais pas assez. D'accord? Et inversement. Est-ce que c'est ça l'accumulation de mucus ou c'est autre chose Alors l'accumulation de mucus, on va la retrouver chez les asthmatiques en conséquence. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de difficultés à faire circuler les volumes ici d'air, tu peux pas tousser, tu peux pas cracher. Nous, ce qu'on fait au quotidien, sans s'en rendre compte, ils ne peuvent pas le faire. Par contre, on va retrouver ça dans une pathologie qui ressemble un petit peu, la bronchopneumopathie chronique obstructive, les BPCO, qui eux vont avoir ça un peu moins fort, mais toute leur vie. Il faut bien comprendre que la BPCO, quand elle commence à se développer, au mieux on peut la ralentir, mais elle avancera toujours, on l'aura toujours. Et eux, ce qui se passe, c'est effectivement, là j'ai une inflammation importante des muqueuses, donc on va retrouver ce gonflement au niveau des bronches, donc ça va resserrer tes bronches, et ça va créer beaucoup de mucus. Et le problème du mucus, qui va en plus être très épais, c'est que ça prend de la place dans les bronches, ça ferme la lumière, donc c'est autant de place qu'il n'y a pas pour l'air, d'accord? C'est quelque chose qui est très visqueux, beaucoup plus chez eux que chez nous, donc c'est difficile en plus à sortir, d'accord? Et accumulé au fait que toutes les bronches soient resserrées, c'est des personnes qui ont vraiment du mal à expectorer, donc à tousser. Et qui s'étouffent. Dans une crise d'asthme, t'as pas des muscles striés qui viennent se contracter aussi? Est-ce que c'est ici ou est-ce que c'est à ce niveau-là? J'allais y venir. C'est un petit peu les deux, principalement au niveau des bronches. C'est pour ça qu'on va utiliser un médicament qui s'appelle les bronchodilatateurs, donc qui dilatent les bronches. Les bronches, autour des bronches, il y a des petits muscles qui servent justement à les refermer ou à les ouvrir en fonction des besoins. Le problème de cette pathologie, c'est que des fois, avec l'inflammation, tu peux avoir une contraction musculaire, mais elle n'est pas systématique. Par contre, il faut bien comprendre qu'un muscle, même au repos, il maintient un certain tonus. C'est ce qui permet, par exemple, la nuit, quand tu dors avec un peu de travers, de ne pas te casser la nuque. Et le bronchodilatateur, son objectif, ça va être de relâcher complètement le muscle, pour essayer de gagner les quelques millimètres qui vont te permettre, quelques millimètres pour nous,
ça nous paraît pas grand-chose, mais à l'échelle d'une bronche, c'est quelques millilitres d'air en plus multipliés par le nombre de bronches. C'est ça qui va t'aider. Et donc pour ça on utilise le bronchodilatateur. On va utiliser plusieurs médicaments. Donc on peut utiliser le bronchodilatateur comme on peut utiliser les anti-inflammatoires. Chez les personnes asthmatiques, tu as plusieurs traitements. Tu as le traitement de fond et tu as le traitement aigu quand ils sentent que ça vient, qu'il y a une crise qui arrive, ou quand il y a la crise qui est déjà instaurée, où là ils peuvent faire le grand classique qu'on connaît, c'est la ventoline. On va avoir ça. Et dans les cas les plus aigus, on peut venir à rajouter éventuellement, et c'est plus dans le cas c'est vraiment très très spécifique, c'est un peu moins c'est un petit peu moins le l'asthme, on peut venir rajouter des aérosols d'adrénaline. Et dans les cas les plus extrêmes, on peut arriver jusqu'à l'intubation orotrachéale, mettre un tuyau dans la gorge. Quand on en arrive là, si la personne est consciente, on l'endort avant de le faire. Et on ajoute des médicaments qui servent à complètement relâcher l'activité musculaire. Ce traitement-là, tant que la personne est consciente, il faut vraiment l'inciter, si elle connaît, si elle sait faire, l'inciter à le prendre, l'inciter à l'utiliser. Encore une fois, nous on n'est pas supposé lui donner spontanément, mais on n'a pas le droit de lui faire la bouffer nous-mêmes. Sauf si le médecin est là et qu'on est habilité à passer un médicament. Est-ce que si ça suffit pas, juste après on peut mettre de l'oxygène rapidement? Alors l'oxygène, faut pas oublier que l'oxygène est un médicament. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va tuer la personne en premier? Il faut se poser la question, la détresse respiratoire, le manque d'oxygène dans l'organisme, tout ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe, admettons, qu'est-ce qui se passe si je mets de l'oxygène alors que la personne n'en a pas besoin dans le cas d'un asthme aigu grave? Pas grand-chose. En quelques minutes, dizaines de minutes, on risque pas de créer une hyperoxie. Non, et l'hyperoxie chez le patient asthme aigu grave, si c'est que ça son problème, il n'y a pas de problème. C'est au BPCO par contre. Par contre, le BPCO, on va avoir d'autres questions. Chez un BPCO à domicile qui est relativement sur des rails, quoi, si tu lui mets 15 litres, là ça va être problématique. Là tu peux le mettre dans le coma rapidement. On arrête ce qui tue en premier. Chez l'asthme aigu grave, il n'arrive pas à respirer, donc le peu de volume qui passe, il faut lui envoyer de l'oxygène. Ok. Et c'est quoi l'hypercapnie? Alors l'hypercapnie, c'est trop de CO2 dans le sang. Le CO2. Le CO2, c'est le gaz carbonique, pardon. Donc dans le cas du BPCO, qui est très spécifique, et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas rajouter de l'oxygène chez un BPCO hors crise? La pathologie fait que spontanément, sur les années, c'est quelque chose de très long et d'insidieux, la personne respire de moins en moins bien. Toi et moi, quand on respire, n'importe qui, quand on respire, on fait entrer de l'oxygène, mais très important, on fait sortir du gaz carbonique. Ça, on a tendance à l'oublier. La personne BPCO, elle recrache moins de dioxygène. Ses cycles ventilatoires sont plus suffisants, sa capacité musculaire pour respirer n'est plus suffisante. Du coup, elle accumule du gaz carbonique. Toi et moi, dans notre organisme, quand le CO2, le gaz carbonique monte un petit peu trop, qu'est-ce qu'on fait? On respire un peu plus vite. Sans s'en rendre compte, mais un cycle, 2 cycles, 3 cycles par minute en plus, et le CO2 redescend gentiment. On l'a même pas aperçu. Le truc, c'est que les personnes BPCO ne peuvent pas monter leur vitesse respiratoire. Et du coup, petit à petit, jour après jour, mois après mois, le taux de CO2 monte dans l'organisme. Mais l'organisme, les capteurs sont flingués et ils disent, ok, on vit avec ça. Donc, je suis habitué, j'ai besoin de ça, d'oxygène, pour pouvoir vivre. Ok. Et petit à petit, il y a le CO2 qui monte. Ok. Et à un moment, tu vas t'amuser à lui mettre beaucoup d'oxygène. Il arrive là. Ok. L'organisme se dit, j'ai pas besoin de respirer puisque j'ai tout ça d'oxygène. Donc je vais respirer encore moins. Donc je vais ralentir mon rythme respiratoire pour revenir à mon niveau dont j'ai besoin. Il va monter son CO2. D'accord. Et là, ding ding, t'atteins le coma. D'accord, ok, je comprends. C'est pas comme si on lui envoyait du CO2 en fait, parce qu'on n'envoie que de l'oxygène, mais c'est la conséquence issue du mécanisme. En fait, quand on parle de ventilation, quand je fais les formations de ventilation, la première question que je pose, c'est à quoi ça sert de respirer? D'accord. Pourquoi on respire? Et très très souvent. Ça, c'est dur à répondre. Mais oui, parce que tout le monde dit, c'est pour faire rentrer l'oxygène. Ouais. Mais il faut faire sortir le CO2. Si tu fais pas sortir de CO2, tu pourras pas faire entrer l'oxygène à un moment. Ok, je comprends. Tu vois. D'accord, c'est très clair.